Véronica, elle est, peut-être juste pour vous présenter, elle est membre du panel, elle est, tu as fait ta thèse d'honneur en psychologie sur... Alors, Léonie, étudiante en psychologie, Marie-Christine, qui elle aussi est membre du panel des proches, qui a vécu aussi des situations. Et puis, Virginia Rogers, qui aussi se joint à nous, qui était sur notre panel, mais qui n'était pas désignée pour être là ce soir. Puis merci beaucoup, Virginia, d'accepter de partager cette responsabilité pour la fin de l'événement. Donc, leur mandat, c'est de nous dire qu'est-ce qu'elles retiennent de cette journée-là. C'est de leur donner la parole, qui est beaucoup plus intéressante que la mienne de toute façon. Faites pas de mauvaises blagues. Et allez-y en toute sécurité. Et en chemin, est-ce qu'on vous a donné les scores de ça? Pas encore, hein? Non. OK, on va s'assurer qu'on les a pour que vous puissiez annoncer le vainqueur. Puis je dirais quelques mots juste sur cette toile. Merci beaucoup. Allô tout le monde. En fait, ouais, comme Michel a dit, moi c'est Véronica. J'ai fait mon bac avec ma thèse d'honneur en psychologie à McGill. Puis je suis aussi proche aidante. J'ai un frère qui est décédé et un frère qui est toujours avec nous, mais qui a aussi un trouble concomitant. Alors ouais, ce matin, on a eu une réunion de panel. C'est vraiment intéressant parce que beaucoup des sujets qu'on a abordés ce matin ont été abordés par vous dans les présentations. Fait que, notamment, les ressources et partage de ressources. Donc, oui, bonjour, mon nom est Marie-Christine Bellomandi. Je suis proche aidante. En fait, j'étais proche aidante de mon fils de 2018 à 2023. Donc, j'ai navigué à travers énormément de services à Montréal. Je suis très contente de voir un peu la synergie aujourd'hui, puis de voir la mobilisation d'autant de participants. Puis j'ai entendu des initiatives dont j'ignorais aujourd'hui qui sont vraiment fabuleuses, autant des pères aidants, des CIUS, enfin j'ai beaucoup aimé votre présentation, Nicole et Karine, ça m'a beaucoup interpellée. Il y a une chose dont on parlait ce matin, puis je pense que c'est quelque chose qui revient souvent dans nos panels, c'est que il y a beaucoup de ces belles ressources-là, des initiatives qui vont être partagées aux intervenants. Je pense entre autres aux fiches qui ont été présentées, les fiches de ressources qu'on peut se procurer sur les sites web, etc., qui vont être données à des intervenants. Mais comment est-ce que ces ressources-là peuvent être facilitées, peuvent être communiquées aux proches? Parce que souvent, j'entends parler de ces ressources-là, puis je me dis, pourquoi est-ce que je n'étais pas au courant? Et beaucoup des proches ici sur le panel se disent la même chose. On ignorait que c'était. Puis c'est tellement des belles initiatives. Alors, la question, c'est un peu la suivante. Comment faire en sorte qu'on peut vraiment, qui se charge de les présenter aux proches? Est-ce que c'est dans les CIUS, dans le milieu hospitalier, dans les centres de réhabilitation? Donc, c'est un petit peu ça, là, une des questions qu'on avait pour vous. Et moi, je suis sœur. Ça va comme ça. Moi, je suis sœur. I don't think it works. Non, ça fonctionne. Merci. Je suis sœur de quelqu'un qui vit trouble concomitant. Puis souvent, je pense que nous, on se fait pas parler d'eux. Dans le fond, je me sens un peu comme un fantôme par rapport à lui. Puis moi, ça m'a vraiment affectée durant toute mon enfance, adolescence. Puis j'avais une meilleure connexion avec lui que mes parents, mais au lieu, c'était l'évaluation avec les parents. Puis ça l'a vraiment... Non, c'était pas bon. Peut-être ça aurait été mieux avec moi. Anyways, par rapport à les ressources, quelque chose que j'ajouterais, c'est pour le consentement, peut-être de continuer à réévaluer le consentement avec la personne parce qu'ils vont aller mieux après quelque temps. Peut-être leur pensée va changer. Puis, d'essayer de nous impliquer au fur et à mesure. Par rapport à Kim Laflamme,
le groupe dédié aux proches aidants, c'était comme, ben oui, pourquoi pas? Et c'est quelque chose que je trouve on a besoin de plus de ressources préventatives que réactives dans des moments de crise, plus de ressources où ça va prévenir comme nos propres difficultés. Ouais. Et pour rebondir sur ça, Kim, j'ai adoré toutes les présentations, mais il y a certaines choses dans cette présentation-là qui m'ont vraiment, qui sont venues me chercher, puis j'étais comme yes, yes, yes. Par exemple, l'approche de réduction des méfaits. C'est tellement rare de trouver ça. Quand mon frère était encore en vie, on a fait beaucoup de centres de rehab et tout ça, puis c'était toute tolérance zéro. Si tu fais la rechute, you're out. Puis, on va être honnête, les rechutes, ça arrive la plupart du temps, au moins une fois, right? Fait que ça, c'était vraiment excitant à voir. Puis juste voir que vous voulez changer la culture, tu sais, tout ça, c'était comme yes, yes, yes. Fait que c'est vraiment encourageant de savoir que il y a une reconnaissance des choses qu'on a besoin. Peut-être on le voit pas nécessairement dans le système en train de se passer. L'exécution est peut-être pas tant là en général en ce moment, mais c'est bon à savoir qu'il y a des initiatives, puis il y a la connaissance des besoins. Fait que, merci. Un peu sur la même veine, ce que la présentation de Jean-François Lacoste et Stéphanie Côté, votre offre de service pour les ME, assigner un intervenant spécifié au ME. Je pense que c'est primordial. Ça devrait se faire partout. Quand mon jeune était mineur, ça se faisait automatiquement. À la CRDM, on avait toujours un intervenant assigné qui faisait le pont entre la famille, entre les membres de l'entourage et le proche, ce qui nous aidait grandement parce que des fois, le travail est colossal de trouver un centre de réhabilitation. Il faut les appeler un par un. Souvent, ils sont vite à nous donner des listes. Et puis, bon, voici la liste, puis la débrouillez-vous. Des fois, ça peut être un travail à temps plein. Alors, d'assigner un intervenant, j'ai trouvé ça génial. Et aussi, vos groupes pour les membres de l'entourage. Parce que c'est une chose de se faire dire c'est normal, mais c'est une autre chose de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre qui vit la même chose que nous. Alors là, on le croit vraiment. Et ça m'amène un petit peu au point de Raphaël et puis de Céline, les pères aidants famille, pères aidants. Je trouve que c'est fantastique d'avoir ce vécu-là. Puis on est tellement bien placé ensuite pour comprendre les besoins des autres. Moi, je vais juste ajouter une autre affaire, c'est que ça serait bien aussi d'avoir des services quand la personne est en rémission. La personne est plus stable parce que c'est là qu'on peut vraiment travailler en famille ou avec les amis pour renouer les connexions. Pour moi, ça fait 5-6 ans que je ne parle plus avec mon frère, puis j'aimerais ça. Une autre chose qui a été abordée, c'est l'éducation. Pour nous, il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas, comme que les rechutes, c'était normal, par exemple. Mais une chose comme quand Madame Tauvette, vous parliez de la médication à votre fils, que vous avez dit, ah ouais, ok, pourquoi pas, comme essayer, tu sais, ça c'était, vous saviez pas. Tu sais, une éducation là-dessus, ça l'aurait pu comme empêcher cette situation. Puis c'est la même chose avec nous. Puis je pense que c'est important d'amener le fait que nous, en tant qu'approche, on aimerait ça avoir des formations. Puis de l'éducation, mais je pense que ça serait aussi important de donner plus de formation aux professionnels. Parce que je pense que des fois, ça se peut qu'ils partagent pas les ressources parce qu'ils les connaissent juste pas. Fait que je sais que c'est difficile systématiquement, mais vraiment de mieux les former, puis de faire des formations plus souvent, c'est reoccurring. Comme ça, ils peuvent nous donner des références. C'est ça.
Aussi, j'aimerais peut-être mentionner, oui, mais c'est comme tu l'as dit, quand on a de la manque d'informations et comme elle l'avait dit, ça peut, dans votre cas, ça va précipiter une autre psychose parce que vous ignorez. Moi, souvent, c'était d'essayer de constamment sur l'Internet, parce que c'était la seule formation que j'avais, de me renseigner sur les substances que prenait mon fils. Les opiacés, ensuite, certains dépresseurs, les stimulants, puis là, oups, ils mélangent les deux, qu'est-ce que ça peut faire? Et puis, là, ça. Alors, constamment. Et ça, c'est une chose qu'on aimerait avoir surtout de la part des intervenants qui nous suivent, un petit peu plus de savoir là-dessus. Et puis ensuite, ça va nous outiller pour prévenir des surdoses, de voir les signes de chute et de rechute, et aussi savoir qu'une rechute, c'est normal. C'est pas un signe de faiblesse, c'est normal, ça arrive. Et puis, certains d'entre nous sont plus renseignés que d'autres. Aussi, moi, j'aime beaucoup votre initiative, Nicole et Karine, votre programme. Enfin, il y en a plusieurs, mais j'ai une note ici devant moi de votre programme Recap, comment faire pour des demandes d'aide gagnantes. Et c'est un peu l'objectif. Et puis, c'est d'avoir un peu un balancier entre le respect de l'intimité du proche et puis les besoins d'information du membre de l'entourage. Et pas seulement au début, mais tout au long. Et comme vous le savez, ça peut prendre des années et des années et des années. Alors, tout au long du rétablissement. Oui, oui. Oui, je pense bien que tout le monde m'entend à l'arrière, là. En mars, avec Cap Santé, le programme Recap va être disponible en web. Une fois semaine, le jeudi soir. Alors, ça va débuter bientôt. Peut-être s'informer auprès de notre organisme communautaire, là. Puis il y a une autre chose, je dirais qu'il y avait comme 3 thèmes principaux ce matin durant notre panel, puis l'autre, ça serait la confidentialité. Fait que c'est intéressant de voir ça abordé aussi. C'est compliqué. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Je comprends que c'est difficile, mais tu sais, par exemple, moi, mon frère, en ce moment, il est en prison, mais quand il était en situation d'itinérance, tu sais, la police savait où est-ce qu'il était, il le trouve, mais ils peuvent pas nous le dire. Puis je suis comme, OK, je peux pas savoir il est où mon frère, comme, tu sais, là, on se sent plus en sécurité quand il est en prison parce qu'on sait où est-ce qu'il est. Fait que je comprends qu'il y a des règlements, mais je pense qu'on devrait revoir ces lois, ces règlements, P38, tout ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Ouais. Que la confidentialité, c'en est des enjeux très importants pour nous tous. Dans mon cas, souvent j'étais interpellée, j'étais demandée par les cliniciens. Mon fils était suivi au CHUM en toxicomanie et dans le département de psychiatrie, et c'est moi qui devais l'accompagner pour aller chercher, par exemple, sa méthadone. Alors c'est moi qui devais juger s'il était apte à prendre sa méthadone, ce qui est une charge énorme sur un proche. On a peur de faire des erreurs. Parce que si on voit qu'il est en état de consommation, qui dit que ça va être sécuritaire ou pas? Alors, je pense qu'il faut vraiment travailler plus en équipe. Et comme vous l'avez dit, des fois, on aimerait parler à ces gens-là. Parfois, j'appelais l'infirmière qui était sur son dossier, puis je lui disais, mais écoute, je pense pas qu'il serait apte à recevoir une dose. Puis elle me disait, mais je peux pas vous dire ce qu'il prend, c'est confidentiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On vit avec la personne, donc il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a énormément de superbes initiatives qui sont faites en ce moment, mais ça doit pas finir là. Il faut que ça continue. Puis il y en a beaucoup de proches qui sont prêts à travailler avec vous parce que on veut tous le mieux pour ces gens-là.